Avez-vous déjà remarqué comment la spiritualité est devenue l'excuse la plus sophistiquée de la planète pour ne rien faire? Parce qu'il est beaucoup plus élégant de dire « je suis le flux de l'univers » que d'admettre « je suis juste paresseux ». Il se trouve que l'univers a des manies gênantes, comme exiger un loyer quelle que soit votre philosophie personnelle. Exiger que vous livriez des projets même lorsque vous faites confiance au timing divin. Et la facture de carte de crédit, elle continue d'arriver peu importe combien vous méditez sur l'abondance. Le problème est que nous avons créé une version très pratique de la sagesse orientale. Une où le karma signifie « détends-toi, ça revient », où vivre le présent justifie d'ignorer l'avenir, et où le wu-wei est devenu synonyme de « laisse pour plus tard ». Sauf que Bouddha n'a jamais dit de ne pas payer les factures. La vérité est que la vraie spiritualité a toujours inclus la responsabilité. Les moines se lèvent à 4 heures du matin, suivent des routines strictes et travaillent dur. Mais personne ne veut savoir cette partie, n'est-ce pas? Nous préférons la version Netflix de l'illumination. La réalité est que 4 personnes ont essayé d'appliquer la philosophie orientale à la vie moderne et ont découvert que l'univers exige une facture. Une coach qui méditait pour attirer des clients, un designer qui laissait les délais couler, une étudiante qui utilisait l'impermanence pour ne pas étudier. Et un entrepreneur qui a tenté le wu-wei dans les affaires. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et voyons comment la vraie spiritualité fonctionne quand la vraie vie frappe à la porte. Dreuros Camille se levait tous les jours à 5 heures du matin pour méditer sur l'abondance. Non pas parce qu'elle aimait se lever tôt, mais parce qu'elle avait lu quelque part que l'univers était plus réceptif à cette heure. Comme si c'était une question de piège, comme une meilleure connexion Internet. Au milieu de la nuit, son bureau à domicile ressemblait à un hôtel moderne. Des cristaux stratégiquement placés pour amplifier l'énergie, des bougies parfumées qui coûtaient plus cher qu'un déjeuner, une immense mandala au mur et un tableau de vision où elle avait collé des photos de clients imaginaires payant des fortunes pour ses services. Parce que la visualisation est tout, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que les 15 cours de manifestation avaient promis. La routine était scientifique comme une recette de cuisine. 2 heures de méditation manifestant des clients spécifiques, 1 heure à visualiser le compte bancaire avec 6 chiffres, 1 autre heure à écrire dans le journal de gratitude, remerciant les clients qui n'étaient pas encore apparus, mais qui étaient certainement en route. Et le reste de la journée était pour attendre que la magie opère, évidemment. Il se trouve que l'administratrice de l'immeuble n'était pas très intéressée à attendre la magie. Et le gérant de la banque avait cette manie désuète de vouloir la carte réglée à la date prévue, indépendamment de l'alignement des chakras. Mais Camille gardait une foi inébranlable. Après tout, elle faisait tout correctement, suivant chaque protocole de l'attraction universelle qui lui avait coûté une fortune à apprendre. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est venu quand elle a réalisé qu'elle dépensait plus en cours sur la façon d'attirer des clients qu'elle ne gagnait avec de vrais clients. Ironique serait un euphémisme. C'était comme payer pour apprendre à économiser de l'argent, ou suivre un cours d'amincissement dans un restaurant à volonté. Les lundis matins étaient particulièrement inspirants. Camille s'asseyait en position du lotus, allumait 3 bougies spécifiques pour la prospérité et commençait à décréter l'abondance pour l'univers. Je suis prospère, je mérite l'abondance. Les clients viennent facilement à moi. Elle répétait comme un mantra pendant que la facture de copropriété accumulait des amendes sur la table d'à côté. La stratégie incluait également des publications motivantes sur Instagram. Des photos d'elle méditant au lever du soleil avec des légendes sur faire confiance au processus et s'aligner avec la prospérité. Les likes venaient facilement, les clients moins. Mais elle continuait à publier parce que,
Selon le dernier cours qu'elle avait suivi, l'énergie attire l'énergie. Et si quelqu'un remettait en question le manque de résultats pratiques, la réponse était prête. Je suis toujours en train de m'aligner avec ma vibration d'abondance. Le problème est que la vibration d'abondance ne paie pas les factures d'électricité. Et plus elle vibrait, plus les factures s'accumulaient. Un cycle intéressant s'est créé. Plus elle devenait désespérée financièrement, plus les méditations étaient intenses. Comme si l'univers était sourd et avait besoin qu'elle crie plus fort. L'ironie suprême est venue quand elle a reçu une vraie proposition d'emploi. Une petite entreprise voulait embaucher ses services de coaching pour l'équipe. Salaire fixe, heures de bureau, réunions hebdomadaires. Un vrai travail, avec de vraies responsabilités et de l'argent réel à la fin du mois. Camille a failli refuser sur le champ. Un emploi fixe ne correspondait pas à sa vibration de liberté et de flux naturel. Les horaires rigides allaient à l'encontre de sa philosophie de suivre le rythme de l'univers. Et les réunions hebdomadaires semblaient très conventionnelles pour quelqu'un qui avait transcendé la mentalité de pénurie de la société moderne. Mais la facture d'électricité était dans le rouge, la carte de crédit était à la limite, et son estomac faisait des bruits que même la méditation ne pouvait pas faire taire. Alors, elle a décidé d'accepter temporairement, juste le temps de mieux aligner sa fréquence vibratoire avec l'abondance infinie du cosmos. Le premier jour de travail a été révélateur. Elle est arrivée au bureau en s'attendant à appliquer toutes les techniques de manifestation qu'elle avait apprises. Elle allait méditer avec l'équipe, enseigner la visualisation créative et transformer cet environnement d'entreprise en une extension de son hôtel domestique. La réalité l'a frappée plus vite qu'une gueule de bois après une mauvaise eau de vie. Le directeur voulait des rapports, des objectifs clairs et des résultats mesurables. L'équipe avait besoin d'outils pratiques pour résoudre de vrais problèmes, pas de cristaux pour harmoniser l'énergie du bureau. Et les RH ont clairement indiqué que 2 heures de méditation matinale n'étaient pas incluses dans les heures de travail. La première semaine de vrai travail a été un choc culturel que même l'ayahuasca ne l'avait pas préparé à cela. Camille a découvert que les entreprises fonctionnent à une fréquence complètement différente de la vibration cosmique. Une sadhana, une fréquence appelée délai, qui apparemment ne se soucie pas du tout des phases de la Lune ou de l'alignement planétaire. Le directeur avait cette étrange manie de vouloir savoir exactement ce qu'elle faisait de son temps. Des questions gênantes comme « Quel a été le résultat concret de la séance d'aujourd'hui ?» et « Comment cela va-t-il impacter la productivité de l'équipe ?» Comme s'il était possible de mesurer la transformation spirituelle dans une feuille de calcul Excel. Camille a essayé d'expliquer que le vrai changement se produit au rythme de l'univers, pas au rythme du calendrier, que la croissance personnelle est un processus organique qui ne peut être forcé, et que la pression pour des résultats immédiats allait à l'encontre de toute la philosophie du développement humain authentique. Le directeur a écouté avec la patience d'un saint. Puis il a demandé si elle pouvait traduire cela dans le langage des gens qui perdent des salaires. Et si par hasard, il y avait une technique dans son répertoire qui fonctionnerait avant la fin du trimestre, lorsque l'entreprise devait présenter des chiffres aux investisseurs. C'est à ce moment-là que Camille a réalisé une chose terrible. Toutes les techniques qu'elle avait apprises fonctionnaient parfaitement. Pour les personnes qui avaient déjà le temps et l'argent pour pratiquer. Pour ceux qui pouvaient se lever à 5 heures du matin parce qu'ils n'avaient pas besoin de prendre 3 transports en commun pour se rendre au travail. Pour ceux qui avaient des cristaux chers parce que leur compte était à jour. L'équipe qu'elle essayait d'aider vivait une réalité bien différente. Ils faisaient face à des patrons difficiles, des objectifs impossibles,
des salaires serrés et des délais qui n'attendaient personne pour trouver leur centre spirituel. Ils avaient besoin d'outils qui fonctionnaient le lundi matin, pas de philosophie qui fonctionnait lors d'une retraite de week-end. La situation est devenue plus compliquée lorsqu'elle a tenté d'appliquer un exercice de visualisation avec le personnel de vente. Elle leur a demandé de fermer les yeux et d'imaginer les clients arrivant naturellement, attirés par l'énergie positive de l'entreprise. Le silence qui a suivi a été si profond qu'on a pu entendre la climatisation penser à abandonner la vie. L'un des vendeurs, avec la patience d'un pédagogue d'école publique, a expliqué que les clients n'arrivaient pas par énergie positive. Ils arrivaient par stratégie, relations, propositions commerciales compétitives et beaucoup de travail de prospection active. Et que visualiser un client achetant était excellent, mais appeler un vrai client était encore mieux. Camille a été offensée. Comment ça, travail actif? N'était-ce pas forcer les choses? N'était-il pas préférable de croire que les bons clients arriveraient au bon moment lorsque les deux parties seraient là prêtes pour la connexion? Le vendeur a ri, de bon cœur. Il a dit qu'il avait déjà testé cette théorie pendant 2 mois lorsqu'il a commencé dans la profession. Résultat, 0 vente, beaucoup de méditation et presque un licenciement pour faible performance. Il a appris que l'univers aide ceux qui cèdent, mais d'abord, il faut vraiment s'aider soi-même. La vraie crise est survenue lors de la réunion de feedback du 1er mois. Le directeur avait préparé une évaluation détaillée de son travail, avec des graphiques, des chiffres et une analyse d'impact. Camille est arrivée prête à parler de l'énergie de l'équipe, de l'évolution spirituelle et de la transformation intérieure. Le directeur a montré les métriques de productivité identiques au mois précédent. Indice de satisfaction, pas de changement significatif. Nombre de conflits internes, le même. En gros, après 4 semaines de coaching spirituel intensif, l'entreprise était exactement la même, sauf qu'elle dépensait de l'argent avec un conférencier. Camille a essayé d'expliquer que la vraie transformation prend du temps, que les changements profonds se produisent d'abord au niveau énergétique, puis se manifestent dans la réalité physique, et que les résultats immédiats sont généralement superficiels, tandis que les changements durables nécessitent une patience cosmique. Le directeur a convenu que la patience était importante. Il a dit qu'il avait lui-même beaucoup de patience, mais que malheureusement, les investisseurs, les clients et le marché ne partageaient pas la même vertu spirituelle, et que l'entreprise avait besoin de quelqu'un capable de travailler aussi bien avec les chakras qu'avec les feuilles de calcul. C'est là que Camille a réalisé qu'elle avait un sérieux problème. Elle avait passé des années à étudier comment attirer l'abondance, mais n'avait jamais appris quoi faire quand l'abondance arrivait avec des responsabilités. Elle savait méditer pour recevoir de l'argent, mais ne savait pas travailler pour mériter l'argent qu'elle recevait. Le moment de la révélation est arrivé, un mardi quelconque, dans un VTC en rentrant du travail. Camille était là, épuisée, remettant en question toutes ses certitudes spirituelles, quand le chauffeur a lâché une de ces phrases qui changent la vie d'une personne. Le gars était de ces chauffeurs philosophes que tout le monde rencontre une fois dans sa vie. Il a commencé par parler de la circulation, puis de politique, et tout d'un coup, il partageait la sagesse familiale. Il a dit que son grand-père, un immigrant italien qui avait bâti sa vie à partir de rien, répétait toujours une chose: nous sommes ce que nous faisons de manière répétée, pas ce que nous pensons. Camille a regardé par la fenêtre, traitant cette phrase de 10 secondes qui venait de détruire 6 mois de théorie de la manifestation, parce qu'elle avait passé des années à penser à l'abondance, à visualiser la prospérité, à méditer sur le succès. Mais de manière répétée, que faisait-elle vraiment?
La tuile est tombée comme une enclume dans un dessin animé. Elle répétait la méditation, elle répétait la visualisation, elle répétait les décrets. Mais elle ne répétait pas les actions de base que tout professionnel libéral doit faire. Prospecter des clients, créer des propositions, faire du réseautage, livrer des résultats. Elle essayait de manifester sur la base de la pensée positive une carrière qui exigeait aussi un travail négatif. Le VTC a continué à philosopher sur la façon dont son grand-père se levait à 5 heures du matin, mais pour travailler, pas pour méditer. Comment il répétait tous les jours les mêmes actions pratiques. Se lever tôt, travailler dur, économiser de l'argent, investir dans l'avenir. Et comment ces répétitions ennuyeuses et pas du tout spirituelles avaient construit une vie prospère pour toute la famille. Camille a réalisé qu'elle avait confondu deux choses complètement différentes. L'intention et l'action, la visualisation et l'exécution, l'énergie et le résultat. Elle avait passé tellement de temps à aligner la vibration qu'elle avait oublié d'aligner le comportement. La vérité gênante était que le karma fonctionne vraiment, mais pas de la manière dont elle l'avait compris. Le karma n'est pas « détends-toi, ça revient ». Le karma est « tu récoltes ce que tu sèmes ». Et elle avait passé des années à planter de la méditation dans l'espoir de récolter des clients. Comme si un client était une fleur qui pousse avec de l'eau bénite et de la pensée positive. Le chauffeur a ajouté que son grand-père disait toujours que l'univers aide ceux qui cèdent, mais que la partie céder vient avant la partie l'univers aide. Et que l'énergie positive est excellente, mais l'énergie positive sans action pratique n'est que de l'énergie perdue dans l'espace. Quand elle est rentrée chez elle, Camille a regardé l'hôtel de Au Cristo et a remarqué quelque chose de drôle. Elle avait dépensé plus d'argent à acheter des outils pour manifester l'abondance qu'à travailler pour générer l'abondance. C'était comme acheter un équipement de gym très cher et penser que le simple fait d'avoir l'équipement la mettrait en forme. La révélation finale est venue quand elle a réalisé que les coachs les plus performants qu'elle connaissait avaient une chose en commun. Ils n'étaient pas nécessairement les plus spirituels ou ceux qui méditaient le plus, c'était ceux qui travaillaient le plus, ceux qui passaient des appels, créaient du contenu, construisaient des relations, livraient des résultats. Ceux qui répétaient des actions de coach, pas seulement des pensées de coach. Elle a décidé de faire une expérience radicale. Pendant une semaine, elle allait inverser la proportion. Au lieu de 2 heures de méditation et une demi-heure de travail, elle allait faire le contraire. 2 heures de travail. Pratique pour chaque demi-heure d'alignement spirituel. Les résultats étaient embarrassants de par leur évidence. La première semaine de concentration sur l'action, elle a obtenu 3 rendez-vous commerciaux. La deuxième semaine, elle a signé 2 petits contrats. La troisième semaine, un client l'a recommandé à un autre client. Comme si l'univers attendait qu'elle sorte de la position du lotus pour commencer à collaborer. Le plus ironique de tout a été de découvrir que travailler vraiment ne tuait pas sa spiritualité. Au contraire, quand elle aidait sincèrement des personnes avec de vrais problèmes, en utilisant des outils qui fonctionnaient réellement, elle ressentait une connexion spirituelle bien plus grande que pendant des heures de méditation vide. Camille a continué à méditer et à utiliser des cristaux. Mais maintenant, ils servaient à soutenir le vrai travail, pas à le remplacer. Elle a découvert que la vraie spiritualité ne consiste pas à fuir la responsabilité terrestre, mais à apporter de la conscience à la responsabilité terrestre. La leçon que le grand-père du chauffeur VTC italien avait enseignée sans le savoir était simple. Le karma est une action répétée consciemment. Vous pouvez méditer sur la prospérité toute la journée, mais si les actions que vous répétez sont celles de quelqu'un qui ne veut pas travailler, le karma vous livrera exactement cela.
Une vie où vous n'avez pas besoin de travailler parce que vous n'avez pas les moyens de travailler. Nous sommes vraiment ce que nous faisons de manière répétée. Et la pensée positive sans action positive répétée n'est qu'une auto-illusion positive. Pendant que Camille découvrait que la manifestation fonctionne mieux avec les mains occupées, de l'autre côté de la ville, il y avait un designer qui était arrivé à une conclusion complètement opposée. Antoine Dubois avait décidé que le problème du monde moderne était précisément cela. Trop travailler, trop forcer, trop pressé. La solution évidente était de laisser les choses couler naturellement. Comme si l'univers était une rivière zen et les projets étaient des feuilles qui descendaient le courant au bon moment. Sauf qu'il a oublié de prévenir les clients qu'ils ne faisaient pas partie de la rivière. Ils étaient la rive et ils devenaient très secs. Antoine Dubois avait découvert le Wu Wei dans un documentaire Netflix sur la philosophie orientale. L'action sans effort, travailler sans forcer, suivre les circonstances au lieu de lutter contre elles. C'était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre après des années à se tuer au travail en agence, à livrer des projets à la hâte et à vivre de Red Bull avec de l'anxiété. Il a décidé qu'il allait révolutionner sa façon de travailler. Plus de délais serrés, plus de clients névrosés, plus de stress inutile. Il allait travailler quand il se sentirait inspiré, comme la créativité le demanderait, au rythme dont le projet aurait besoin pour mûrir, comme un artiste de la Renaissance. Antoine Dubois avait découvert le Wu Wei dans un documentaire Netflix sur la philosophie orientale, l'action sans effort, travailler sans forcer, suivre les circonstances au lieu de lutter contre elles. C'était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre après des années à se tuer au travail en agence, à livrer des projets à la hâte et à vivre de Red Bull avec de l'anxiété. Il a décidé qu'il allait révolutionner sa façon de travailler. Plus de délais serrés, plus de clients névrosés, plus de stress inutile. Il allait travailler quand il se sentirait inspiré, comme la créativité le demanderait, au rythme dont le projet aurait besoin pour mûrir, comme un artiste de la Renaissance qui ne se préoccupait pas des horaires de bureau. Le problème est qu'Antoine avait oublié un détail important. Les artistes de la Renaissance avaient des mécènes riches qui payaient leurs factures pendant qu'ils attendaient l'inspiration divine. Lui avait des clients modernes qui payaient seulement après la livraison du projet et qui avaient cette manie gênante de vouloir leur logo avant l'ouverture de leur entreprise. La nouvelle philosophie de travail d'Antoine était belle en théorie. Il se levait quand son corps le demandait, généralement vers 11 heures. Prenait un petit déjeuner conscient, méditait sur l'énergie créative du jour et attendait que l'inspiration frappe. Parfois, elle frappait à 14 heures, parfois à 18 heures, parfois elle ne frappait pas du tout. Les premiers mois ont été magiques. Antoine se sentait libéré des chaînes du capitalisme moderne. Plus de réveil brutal, plus de course contre la montre, plus de cette anxiété constante qui l'accompagnait depuis des années. Il travaillait dans le flux, créait avec amour et livrait quand l'univers disait que c'était prêt. Le problème est que l'univers avait un timing très différent de celui des clients. Pendant qu'Antoine attendait l'alignement parfait des énergies créatives, Madame Dubois de la boulangerie attendait son nouveau logo pour l'inauguration prévue depuis 6 mois. Et Monsieur Martin de la start-up attendait l'identité visuelle pour présenter aux investisseurs la semaine suivante. Antoine expliquait patiemment à ses clients que la créativité authentique ne peut être forcée, que presser le processus créatif était comme essayer de faire pousser une fleur en tirant sur ses pétales, et que les meilleurs projets naissaient quand on permettait à l'inspiration de venir naturellement, sans pression externe. Les clients écoutaient avec cette expression qu'ont les gens quand ils essaient de comprendre si vous plaisantez
ou si vous avez vraiment perdu la raison. Puis il demandait poliment s'il y avait une date approximative pour cette inspiration naturelle, parce qu'ils avaient des engagements avec des gens qui, apparemment, n'avaient pas encore transcendé la mentalité de délai. La situation a commencé à se compliquer quand Antoine a réalisé que laisser couler ne payait pas les factures aussi efficacement que prévu. Le propriétaire de son appartement n'était pas très réceptif à la philosophie du Wu Wei. Il voulait le loyer le premier du mois, indépendamment de l'état d'inspiration créative de son locataire. Antoine a essayé d'expliquer que l'argent était juste de l'énergie et que l'énergie circule naturellement quand on ne la bloque pas avec des préoccupations matérielles. Le propriétaire a répondu que l'énergie était très bien, mais qu'il préférait l'énergie sous forme de virement bancaire avant le 5 du mois. La crise est venue quand 3 clients ont annulé leur contrat la même semaine. Tous pour la même raison, délai non respecté. Antoine a essayé d'expliquer que les projets n'étaient là de pas en retard. Ils étaient juste en train de mûrir au rythme naturel de la création authentique. Mais, apparemment, l'authenticité créative n'était pas compatible avec l'ouverture d'entreprises programmées. C'est à ce moment-là qu'Antoine a eu une révélation inconfortable. Peut-être que le Wu Wei ne signifiait pas ne rien faire et attendre que les choses se passent. Peut-être que cela signifiait agir en harmonie avec les circonstances, et les circonstances incluaient des clients avec des besoins réels et des délais légitimes. Il a commencé à étudier plus profondément la philosophie orientale et a découvert quelque chose de surprenant. Les maîtres zen avaient des routines strictes, les moines taoïstes travaillaient dur tous les jours. Et le Wu Wei n'était pas l'absence d'effort, mais l'effort sans résistance inutile. Antoine a réalisé qu'il avait confondu ne pas forcer avec ne pas travailler, qu'il avait utilisé la philosophie orientale comme excuse sophistiquée pour éviter la discipline et la responsabilité, et que la vraie sagesse était de travailler avec dévouement mais sans attachement anxieux au résultat. Il a décidé de faire un test. Pendant 1 mois, il allait appliquer le vrai Wu Wei. Travailler avec discipline mais sans stress, respecter les délais mais sans anxiété, livrer les projets mais sans attachement émotionnel excessif au processus. Les résultats ont été révélateurs. Non seulement il a livré tous les projets à temps, mais la qualité était meilleure. Parce qu'au lieu de perdre de l'énergie à résister aux délais, il canalisait toute son énergie créative vers les solutions. Et au lieu d'attendre l'inspiration parfaite, il créait les conditions pour que l'inspiration apparaisse pendant le travail. Antoine a découvert que la vraie liberté créative ne venait pas de l'absence de contraintes, mais de la maîtrise consciente des contraintes, et que le Wu Wei authentique était de danser avec les limitations au lieu de les ignorer. Il a continué à méditer et à étudier la philosophie orientale. Mais maintenant, il utilisait cette sagesse pour améliorer son travail, pas pour l'éviter. Et il a découvert que travailler consciemment était beaucoup plus spirituel que d'attendre passivement l'inspiration divine. Pendant qu'Antoine apprenait que le flux inclut aussi l'effort conscient, de l'autre côté de Lyon, il y avait une étudiante qui avait trouvé dans l'impermanence bouddhiste la justification parfaite pour ne pas étudier. Parce que si tout passe, pourquoi s'inquiéter des examens? Sophie Moreau avait découvert le concept d'impermanence dans un cours de philosophie orientale à l'université. L'idée que tout dans la vie est temporaire, que rien ne dure éternellement, et que s'attacher aux choses cause de la souffrance. C'était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre au milieu de la pression des examens finaux. Si tout était impermanent, alors les notes aussi étaient impermanentes. Si les échecs passaient, les succès aussi passaient. Et si la souffrance venait de l'attachement,
Alors s'attacher aux résultats académiques était juste une source inutile d'anxiété. La solution était évidente: détachement total du système éducatif. Sophie a commencé à appliquer l'impermanence à tous les aspects de sa vie universitaire. Les devoirs, impermanents; les examens, impermanents; les notes, impermanentes. Même le diplôme était impermanent. Alors pourquoi perdre son temps et son énergie avec des choses qui allaient passer de toute façon? La nouvelle philosophie de Sophie était libératrice. Au lieu de passer des nuits blanches à étudier, elle méditait sur la nature transitoire de l'existence. Au lieu de s'inquiéter des examens, elle pratiquait le détachement des résultats. Et au lieu de stresser avec les notes, elle cultivait l'acceptation de l'impermanence de toute chose. Ses amis ne comprenaient pas cette transformation soudaine. Sophie, qui était toujours la première à arriver en cours et la dernière à partir de la bibliothèque, était maintenant la personne la plus zen du campus. Elle souriait sereinement quand les autres paniquaient avec les délais et parlaient de lâcher prise quand ils parlaient de stratégie d'études. Le problème est que l'université n'avait pas encore adopté la philosophie de l'impermanence dans son système d'évaluation. Les professeurs continuaient à donner des notes permanentes basées sur des performances temporaires. Et ces notes permanentes déterminaient des choses très inconcrètes comme les bourses, les stages et l'admission en master. Sophie expliquait patiemment à ses professeurs que s'attacher aux notes était une source de souffrance inutile, que le vrai apprentissage ne pouvait pas être mesuré par des examens temporaires, et que l'éducation authentique était un processus continu qui transcendait les évaluations académiques artificielles. Les professeurs écoutaient avec cette patience professionnelle qu'ils avaient développée après des années à entendre toutes sortes d'excuses créatives. Puis ils expliquaient que malheureusement, l'université fonctionnait encore avec un système d'évaluation traditionnel et que les notes, bien qu'imparfaites, étaient nécessaires pour mesurer le progrès académique. La situation s'est compliquée quand Sophie a commencé à échouer dans plusieurs matières. Pas parce qu'elle ne comprenait pas le contenu, mais parce qu'elle n'étudiait plus. Elle assistait aux cours avec un détachement zen, prenait des notes avec une sérénité bouddhiste, mais ne révisait jamais parce que réviser impliquait de s'attacher aux résultats. Ses parents ont commencé à s'inquiéter quand ils ont vu les notes du premier semestre. Sophie a essayé d'expliquer qu'elle était sur un chemin de croissance spirituelle qui transcendait les mesures académiques conventionnelles, que les notes basses étaient juste une opportunité de pratiquer le détachement et l'acceptation. Ses parents ont répondu qu'ils respectaient sa croissance spirituelle, mais qu'ils payaient les frais universitaires avec de l'argent très permanent, et que si elle voulait continuer son chemin spirituel, elle devrait peut-être le faire dans un monastère au lieu d'une université coûteuse. C'est à ce moment-là que Sophie a eu une révélation inconfortable. Peut-être que l'impermanence ne signifiait pas « rien n'a d'importance ». Peut-être que cela signifiait « profite pleinement du moment présent ». Et le moment présent incluait ses études universitaires. Elle a commencé à étudier plus profondément le bouddhisme et a découvert quelque chose de surprenant. Les moines bouddhistes étudiaient intensément. Ils mémorisaient des textes entiers, débattaient de philosophie pendant des heures et se consacraient à l'apprentissage avec une discipline rigoureuse. L'impermanence ne les rendait pas paresseux. Elle les rendait plus déterminés à utiliser chaque moment de manière significative. Sophie a réalisé qu'elle avait confondu détachement des résultats avec indifférence à l'effort, qu'elle avait utilisé la philosophie bouddhiste comme excuse sophistiquée pour éviter le travail difficile, et que la vraie sagesse était de s'engager pleinement dans le présent
Même si ce présent incluait des examens et des devoirs, elle a décidé de faire un test. Pendant 1 mois, elle allait appliquer la vraie impermanence. Étudier intensément mais sans attachement anxieux aux notes, se préparer consciemment aux examens mais sans peur de l'échec, s'engager pleinement dans l'apprentissage mais sans identification excessive avec les résultats. Les résultats ont été révélateurs. Non seulement ses notes se sont améliorées, mais elle a découvert une nouvelle forme de paix. Parce qu'au lieu de fuir la responsabilité, elle l'embrassait consciemment. Et au lieu d'éviter l'effort, elle transformait l'effort en pratique spirituelle. Sophie a découvert que la vraie impermanence ne signifiait pas que rien n'avait d'importance, mais que tout avait de l'importance précisément parce que c'était temporaire, et que la sagesse était de donner le meilleur de soi dans chaque moment, sachant que ce moment ne reviendrait jamais. Elle a continué à méditer et à étudier le bouddhisme, mais maintenant elle utilisait cette sagesse pour améliorer ses études, pas pour les éviter. Et elle a découvert qu'étudier consciemment était beaucoup plus spirituel que d'ignorer passivement ses responsabilités. Pendant que Sophie apprenait que l'impermanence inclut aussi l'engagement présent dans le quartier d'affaires de Lyon, il y avait un entrepreneur qui avait décidé d'appliquer le Wu Wei à son entreprise. Parce que si l'univers savait ce qui était le mieux, pourquoi forcer les choses ? Julien Rousseau avait construit sa start-up avec l'énergie frénétique typique de l'entrepreneuriat moderne. 18 heures par jour, stratégies agressives, croissance à tout prix et cette anxiété inconstante qui accompagne ceux qui essaient de contrôler chaque variable du marché. Jusqu'au jour où il a découvert le Wu Wei et a décidé que l'univers était un meilleur PDG que lui. L'idée était séduisante. Au lieu de forcer la croissance, laisser l'entreprise grandir organiquement. Au lieu de presser les ventes, permettre aux clients d'arriver naturellement. Au lieu de stresser avec la concurrence, faire confiance que le marché trouverait l'équilibre parfait. C'était comme passer de la nage contre courant à la navigation avec le vent. Julien a commencé à appliquer la philosophie du Wu Wei à tous les aspects de son entreprise. Plus de stratégie marketing agressive, plus de prospection active, plus de cette course constante pour devancer la concurrence. Il allait laisser l'entreprise suivre son cours naturel et faire confiance que l'univers apporterait les opportunités au bon moment. La nouvelle approche de Julien était zen. Il méditait avant les réunions, prenait des décisions basées sur l'intuition plutôt que sur les données, et répondait aux défis commerciaux avec une sérénité bouddhiste. Ses employés ne savaient pas s'ils devaient admirer sa transformation spirituelle ou mettre à jour leur CV. Les premiers mois ont été intéressants. Julien se sentait libéré de la pression constante de l'entrepreneuriat traditionnel. Plus de nuits blanches à analyser des métriques, plus d'anxiété avec les fluctuations du marché, plus de cette obsession de contrôler chaque aspect de l'entreprise. Il travaillait dans le flux et faisait confiance au processus. Le problème est que le marché n'avait pas lu les mêmes livres de philosophie orientale que Julien. Pendant qu'il attendait que les clients arrivent naturellement, la concurrence les attirait activement. Pendant qu'il faisait confiance à l'univers pour la croissance, d'autres entreprises créaient leurs propres opportunités. Julien expliquait à son équipe que les fluctuations du marché étaient naturelles et qu'il fallait les accepter avec détachement. Que forcer la croissance était contre la sagesse universelle et que les vraies opportunités viendraient quand l'entreprise serait prête à les recevoir. Et que s'inquiéter des concurrents était juste une manifestation de l'ego qui résistait au flux naturel des affaires. L'équipe écoutait avec cette expression qu'ont les employés quand ils se demandent si leur patron a eu une révélation spirituelle ou une crise de nerfs. Puis ils demandaient poliment s'il y avait un plan B au cas où l'univers
prendrait plus de temps que prévu pour livrer les résultats. La situation s'est compliquée quand les investisseurs ont commencé à poser des questions inconfortables sur la stratégie de croissance. Julien a essayé d'expliquer qu'il avait transcendé la mentalité de croissance forcée et qu'il faisait maintenant confiance à la sagesse universelle pour guider l'entreprise vers son potentiel authentique. Les Citizens Sata, investisseurs, ont répondu qu'ils respectaient sa croissance personnelle, mais qu'ils avaient investi de l'argent très concret dans une entreprise qui devait générer des retours mesurables, et que la sagesse universelle était excellente, mais qu'ils préféraient voir cette sagesse traduite en chiffres de vente et en parts de marché. C'est à ce moment-là que Julien a eu une révélation inconfortable. Peut-être que le Wu Wei ne signifiait pas ne rien faire et laisser l'univers s'occuper de tout. Peut-être que cela signifiait agir avec efficacité sans résistance inutile. Et l'efficacité dans les affaires incluait la stratégie, l'exécution et l'adaptation constante. Il a commencé à étudier comment les maîtres orientaux appliquaient réellement leur philosophie. Et il a découvert quelque chose de surprenant. Ils étaient incroyablement disciplinés et stratégiques. Ils planifiaient méticuleusement, s'adaptaient rapidement aux circonstances et travaillaient avec une détermination qui ferait honte à n'importe quel entrepreneur occidental. Julien a réalisé qu'il avait confondu ne pas résister au flux avec ne pas créer de flux, qu'il avait utilisé la philosophie orientale comme excuse sophistiquée pour éviter les décisions difficiles et le travail intense, et que la vraie sagesse était de créer des opportunités consciemment tout en restant flexible face aux résultats. Il a décidé de faire un test. Pendant un trimestre, il allait appliquer le vrai Wu Wei, travailler intensément mais sans attachement anxieux aux résultats, planifier stratégiquement mais rester ouvert au changement, poursuivre la croissance mais sans résistance aux défis naturels du marché. Les résultats ont été révélateurs. Non seulement l'entreprise a recommencé à croître, mais l'équipe était plus motivée. Parce qu'au lieu de naviguer sans direction, ils naviguaient avec intention mais sans rigidité. Et au lieu d'attendre passivement les opportunités, ils les créaient tout en restant ouverts aux possibilités inattendues. Julien a découvert que la vraie sagesse entrepreneuriale ne venait pas de l'absence d'effort, mais de l'effort intelligent, et que le Wu Wei authentique était de construire consciemment tout en dansant avec l'incertitude inhérente aux affaires. Il a continué à méditer et à étudier la philosophie orientale. Mais maintenant, il utilisait cette sagesse pour améliorer son leadership, pas pour éviter ses responsabilités d'entrepreneur. Et il a découvert que diriger consciemment était beaucoup plus spirituel que d'abandonner passivement le contrôle. La vérité inconfortable que ces 4 personnes ont découverte est que la spiritualité authentique n'est pas une échappatoire de la responsabilité, mais une façon plus consciente de l'embrasser. Que la sagesse orientale ne nous enseigne pas à éviter l'effort, mais à transformer l'effort en pratique spirituelle. Camille a appris que manifester l'abondance nécessite des actions d'abondance répétées. Antoine a découvert que le flux inclut aussi l'effort conscient. Sophie a réalisé que l'impermanence rend chaque moment plus précieux, pas moins important. Et Julien a compris que le Wu Wei dans les affaires signifie agir avec intelligence, pas avec passivité. Tous ont découvert que la vraie spiritualité ne nous sépare pas du monde, mais nous connecte plus profondément avec lui. Que la méditation nous prépare pour l'action, pas pour l'inaction. Et que la sagesse orientale, correctement comprise, nous rend plus efficaces dans la vie, pas moins engagés. Parce que l'univers aide vraiment ceux qui cèdent. Mais la partie cédée vient toujours en premier.
Et s'aider signifie assumer ses responsabilités avec conscience, travailler avec dévouement mais sans attachement, et utiliser la spiritualité comme carburant pour la vie, pas comme excuse pour l'éviter. La vraie illumination n'est pas de transcender le monde matériel, mais de l'habiter consciemment. Et la vraie sagesse n'est pas de fuir les défis de la vie moderne, mais de les transformer en opportunités de croissance spirituelle. Comme l'a dit le grand-père du chauffeur VTC italien, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. Et si nous répétons des actions conscientes et responsables, nous devenons des personnes conscientes et responsables, avec ou sans cristaux.